Donc aujourd'hui, on va parler de Grafana Loki. Donc l'intitulé, c'est comme Prometheus, mais pour les logs. Donc je vais me présenter d'abord un petit peu, parce que je suis pas sûr que j'ai déjà parlé en France beaucoup. Donc je m'appelle Cyril, ça fait 4 ans que je travaille chez Grafana. Donc au début, j'ai travaillé sur Loki principalement, j'ai travaillé aussi sur Mimir. Et tout récemment, en fait, j'ai changé, puis je travaille en ce moment sur le projet Pyroscope. Avant ça, je travaillais chez Ubisoft à Montréal, donc j'ai peut-être un petit accent canadien. J'habite dans le sud de la France à l'heure actuelle, donc je suis en train petit à petit de perdre mon accent canadien, de récupérer l'accent marseillais. Voilà, vous avez toutes mes infos ici si besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tous ces projets. Je voulais aussi vous rappeler que demain, on a un lab de 15h30, je crois que c'est un lab de 3 heures, qui est aussi sur Loki. Donc là, aujourd'hui, j'ai à peu près 30 minutes. On va garder du temps pour les questions. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. On va juste toucher un petit peu la surface. Et puis, dans le lab, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à aller voir mes collègues qui ont un lab très intéressant. Vous allez pouvoir carrément utiliser le projet sans avoir à l'installer. C'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à y aller demain. Donc, un petit peu d'informations sur ce dont je vais parler dans cette session. Donc la première chose, on va regarder pourquoi, les motivations. Forcément, avant de discuter de Loki, j'ai envie d'expliquer un petit peu pourquoi on a créé un nouveau projet. On va regarder un petit peu aussi d'une vue générale, présenter le projet. Je vais appuyer un petit peu plus sur comment. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant derrière Loki et j'aimerais présenter ça. Si on a le temps, on fera une petite démo rapidement. Encore une fois, on n'ira pas trop dans les détails, juste histoire de vous montrer un peu les points intéressants du projet. Et puis, encore une fois, si on a le temps, on prendra des questions, si vous avez des questions. Alors, on va commencer par petite question dans l'audience, histoire de réveiller un petit peu tout le monde. Donc, à main levée, qui utilise Prometheus ici? OK, facilement 50% de la salle. Qui utilise Loki? Beaucoup moins, parfait. Vous êtes au bon endroit. Donc, on va parler du pourquoi. Donc les 3 problèmes récurrents qu'on entend souvent en fait avec les logs, c'est que c'est quand même relativement difficile à opérer, c'est quand même quelque chose de lourd. Il y a beaucoup, selon vos applications, vous pouvez avoir beaucoup de logs. Et c'est pas spécialement au moment où ça part en vrille que vous avez envie de ne pas les avoir. Au contraire, et c'est à ce moment-là justement que ça peut devenir difficile. Généralement, ça peut être coûteux aussi, surtout si vous utilisez des technologies qui, à la base, étaient faites pour quelque chose d'autre. Ça peut devenir difficile à gérer. Les disques, moi, je suis plus un développeur. Je pense que dans la salle, c'est peut-être aussi le cas. Les disques, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, je préfère utiliser d'autres technologies comme les object storage dans le cloud. Puis aussi la capacité à faire des corrélations et une intégration avec le cloud. Donc quand je dis corrélation, c'est-à-dire la possibilité de naviguer avec d'autres signaux d'observabilité comme les métriques ou les traces. Et donc on cherchait en fait à créer un produit de ce genre-là. Donc une solution intégrée, on s'est rendu compte que en utilisant un autre produit, une autre page web, souvent au moment de l'incident, on va se retrouver un petit peu dans la précipitation à devoir changer de time zone parce qu'un des produits qu'on est en train d'utiliser, par exemple, utilise du UTC, puis celui dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est du CIST. Et dans ce cas-là, on va avoir du mal peut-être à faire le changement entre les deux, ou alors en fait, ça fait une demi-heure qu'on est en train de chercher sur une time zone qui n'est pas du tout la bonne. Donc, quelque chose qui est intégré avec toute votre autre suite de produits, que ce soit du Grafana ou autre base de données. Une solution intégrée au cloud, donc forcément, on voulait aussi un produit qui marche très bien dans Kubernetes, qui est du service discovery à partir de Kubernetes, qui soit un peu équivalent à Prometheus, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de réapprendre toute une nouvelle base de données, un nouveau modèle.
Et puis finalement, un produit qui est simple à utiliser, c'est-à-dire un produit qui est vraiment fait pour les logs. C'est-à-dire qu'on voulait créer un produit spécialement pour les logs, pas quelque chose qui pouvait faire autre chose que les logs, mais principalement s'occuper des logs. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important dans la suite. On a vraiment focusé sur les logs applicatifs, pas le reste. Et on pense souvent un petit peu aux développeurs d'applications, aux SRE. C'est plus ce genre de personnes qu'on cherche à aider. Pas, par exemple, je prends un autre exemple à l'inverse de tout ce qui est analytique, ce genre de choses, c'est pas du tout. Donc ça peut toujours marcher, mais c'est dérivé. Donc ce sera jamais aussi bien qu'une base de données qui est dans ce domaine-là. Donc le projet Loki. Donc forcément, tous ces problèmes-là, c'est ceux qu'on a essayé de résoudre et d'améliorer. Donc fortement inspiré par Prometheus, on en discutera un petit peu dans la suite. Axé sur les développeurs et les SRE, donc vraiment recherche de problèmes, de bugs, d'incidents, tout ce genre de choses. Corrélation rapide avec les métriques. Donc ça, je ferai une petite démo après, c'est assez intéressant à voir. Et puis forcément, encore une fois, moi j'aime pas les disques, je vais peut-être le dire plusieurs fois aujourd'hui. Stockage long terme et durable en utilisant du Object Store, donc que ce soit du S3, du GCS, ou même peut-être si votre entreprise a du mini-IO ou quelque chose de spécifique. Un petit peu d'histoire sur le projet. Le projet est sorti en 2018, donc à l'époque en fait où j'ai commencé à travailler chez Grafana. Le projet a été démarré par Tom Wilkie. Je ne sais pas si vous connaissez Tom Wilkie, mais en fait c'est un mainteneur de Prometheus qui est maintenant le CTO de Grafana. Ça a été lancé donc à la KubeCon en 2018. Ça a quand même été relativement bien reçu, donc on s'est rendu compte que finalement en fait, il y avait vraiment un gap quelque part, un besoin, quelque chose de simple à utiliser. Puis dans le monde de Kubernetes, c'était vraiment, ça a fait vraiment quelque chose d'intéressant et il y a eu une adoption assez folle, on va dire. Donc depuis 5 ans, on en est à peu près à 20 000 stars, donc c'est sûr que ça ne veut pas non plus dire grand-chose, mais c'est quand même, on voit qu'on a de plus en plus d'engouement pour le projet. Et puis au fil des années aussi, le but ici, c'est de vous montrer qu'à Grafana et l'équipe de Loki, on est quand même on compte continuer à améliorer le projet, à rajouter de nouvelles features. Donc là, récemment, on a tout ce qui est Custom Retention, donc qui vous permet de choisir une rétention particulière en fonction d'une pod ou d'un namespace, et puis tout ce qui est suppression, et puis des améliorations de performance. Donc c'est un projet qui est quand même relativement actif, on a 740 contributeurs en tout, de façon journalier, on va dire qu'on est plus à une trentaine de contributeurs. Donc on va parler du comment, qui à mon avis est la partie la plus intéressante, puisque c'est là que la magie s'opère. Donc très simpliste, forcément Loki c'est un peu plus compliqué que cette vue générale ici, mais en fait vous avez votre nœud, ça peut être sur une instance EC2, ça peut être du Kubernetes, ça peut être du on-prem, peu importe ce que vous avez. Vous allez avoir un agent, donc il y a plusieurs types d'agents. Vous allez pouvoir utiliser Grafana Agents, donc c'est celui que nous on a créé et qui va avec Grafana Cloud, mais vous allez pouvoir utiliser du Fluentbit, je pense qu'on a aussi du Vector, on a tout un tas d'agents en fait que vous allez pouvoir utiliser, ce qui vous permet de pas spécialement avoir à refaire toute une configuration, vous allez pouvoir juste reconfigurer votre agent pour pouvoir envoyer vos données à Loki. Donc eux, ces agents-là s'occupent en fait de tout ce qui est service discovery. Ils vont attacher en fait des informations à vos logs, généralement tout ce qui est en rapport avec d'où viennent vos logs. Donc ça peut être un namespace dans Kubernetes, ça peut être le nom de l'instance dans EC2 et j'en passe. Loki en fait utilise obligatoirement du object storage. Vous pouvez aussi utiliser des disques dans Kubernetes si c'est ça qui vous intéresse. Par contre, forcément, ça va être pas la même expérience si vous utilisez des disques. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même utiliser des disques si vous avez un seul cluster Kubernetes, sachant que Loki est censé gérer plusieurs clusters si vous en avez plusieurs. Mais dans le cas d'une installation simple, je pense qu'un disque ou dans le cas d'un test, si vous voulez juste faire un test, ça reste faisable. Sur le long terme, préférez bien sûr quelque chose comme S3 ou GCS.
Au niveau de comment on consomme Loki, on peut utiliser principalement Grafana si vous avez besoin d'aller chercher vos logs. On peut utiliser une API, donc je sais qu'il y a des compagnies qui bâtissent au-dessus de l'API pour leurs propres produits. On peut utiliser LogCLI si vous êtes un CLI master. Et puis, ça s'intègre très bien avec Alert Manager pour générer des alertes, tout comme Prometheus. Donc la grande particularité de Loki, et je pense que c'est là que parfois il y a une petite incompréhension, c'est que Loki ne fait pas d'index. Alors on dit pas d'index, zéro index, c'est un mot fort. La réalité, s'il y en a un, mais en fait il est très faible, et pas sur le contenu des logs. C'est-à-dire que la seule chose dont on va indexer, c'est les labels qu'on attache automatiquement à vos logs, qui, eux, en fait, encore une fois, indiquent la provenance de vos logs. Donc, ça peut être un nom de fichier, ça peut être, encore une fois, un namespace, le nom d'une pod, ça peut être un topic Kafka, toutes les idées sont bonnes. Et on remarque que pour à peu près 10 terabytes de log, on se retrouve avec 200 mégabytes d'index. Donc vraiment un petit index qui permet juste de targeter spécifiquement un flux de données. On reviendra après un petit peu sur les conséquences de ça après. Juste parler un petit peu de comment Prometheus marche. Prometheus, en fait, vous avez généralement un timestamp, vous avez le nom d'une métrique, et un set de labels qui, pareil, indique soit la provenance de la métrique, soit plus d'informations sur la métrique. Ça peut être par exemple le statut code si c'est une métrique HTTP. Et puis finalement une valeur qui est généralement un float. En fait, dans Loki, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de metric name. Mais tout le reste est exactement la même chose. Et puis, ce n'est pas un float, c'est une chaîne de caractères qu'on va aller sauvegarder. Donc ici, ce que je montre un petit peu, c'est la partie qui est indexée et la partie qui n'est pas indexée. La partie qui est indexée, c'est tout ce qui est timestamp et les labels. Et puis, le contenu, lui, n'est pas indexé. En fait, comment ça marche ? Pour un set unique de labels, on va aller créer des fichiers compressés et les envoyer sur le storage long terme. Donc forcément, une des grandes conséquences de ne pas avoir à indexer, parser vos logs au moment où vous les envoyez, c'est que c'est très difficile de venir à bout de Loki en termes de l'ingestion. Donc même si vous allez avoir soudainement un throughput de log intensif parce que vous avez un incident, ça va être très difficile, à moins que vous soyez vraiment cric-crac en termes de ressources sur votre cluster, ça va être très difficile de le faire tomber. Donc ça, c'est un des gros avantages. Là, les chiffres qu'on a ici, c'est un des clusters que nous, on est en train d'opérer, qui est le cluster en fait de free tiers de Grafana Cloud. On a 4500 tenants dessus et on est à du 700 mégabits par seconde. Donc c'est quand même intéressant. Puis jamais vraiment de problème au niveau de la gestion. Au niveau de la recherche des logs, c'est là qu'il y a un paradigme un petit peu différent et qu'il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça marche pour ne pas se retrouver à me poser des questions. Pourquoi quand je cherche sur 30 jours sur tous mes logs, ça ne marche pas ? En fait, le principe de Loki, c'est que vous allez gagner en ressources, vous allez gagner en coûts, mais il va falloir faire des queries ou des requêtes qui sont intelligentes. C'est-à-dire que si on a 1 pétabyte de log, on va chercher à déjà réduire sur le moment de mon incident. On ne va pas aller chercher sur 30 jours. Si vous êtes en train de chercher à chaque fois sur 30 jours, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon produit, ou peut-être que tout simplement vous êtes en train d'utiliser Loki d'une façon différente, et pas celle qui était prévue. Une fois que vous avez choisi la time frame, vous allez peut-être choisir un cluster Kubernetes, targeter un seul parmi les tant d'autres que vous avez dans le monde, ou un seul namespace, ou une seule application. On peut choisir un petit peu la façon dont on va faire cette requête un petit peu comme on veut. Puis là, on a réduit en fait le dataset énormément. Et puis on termine forcément par faire un scan, en fait, un scan aussi simple et bête et méchant. Donc Loki est capable d'aller jusqu'à 1 gigabit par core par seconde.
Donc ça vous donne un petit peu une idée par rapport à vos instances que vous avez. J'imagine que la plupart d'entre vous probablement a une idée de combien de mégabits par seconde vous envoyez par cluster. Donc si vous avez 20 gigabits sur un seul corps, il vous faudra 20 secondes. Enfin, 20 gigas de log, il faudra 20 secondes. Mais après, tout est question de coût. Si vous voulez augmenter les coûts de votre cluster et vous voulez rouler avec 20 corps, vous allez pouvoir requêter en une seconde 20 gigas. Au niveau du throughput, le plus haut qu'on a réussi à faire, c'est 1 terabit par seconde. Donc je vous laisse deviner combien de corps ça fait. Ça coûte cher. En termes de l'installation, on a quand même pas mal de types d'installations qui sont possibles. Je suis toujours en train de recommander de commencer par le plus simple, c'est-à-dire en binaire simple, c'est-à-dire un peu à la Prometheus. C'est l'installation la plus facile. Elle vous permet généralement, pour une POC, pour des tests, pour tester ça localement, que ce soit aussi au niveau d'un seul cluster. Généralement, vous allez le retrouver par contre avec une setup qui n'a pas de réplication, puisque vous n'avez qu'un seul binaire. Mais ça reste assez pratique dans pas mal de cas d'usage. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Loki en IoT puisqu'il marche sur du ARM. Le projet étant fait en Go, c'est relativement simple de le compiler pour du ARM, puis c'est son cas. Ensuite, généralement, on va essayer de prendre une étape un peu évolutive. Si on commence à se rendre compte que ce n'est pas suffisant, on peut aller vers un autre type de déploiement. C'est toujours le même binaire, mais en fait, il va être déployé de façon différente en utilisant Helm. Dans Kubernetes. Donc on a Helm qui est peut-être le plus utilisé par la plupart d'entre vous. On a aussi du Tenka qui est en fait du Ksonet, qui est un petit peu plus compliqué, mais à mon avis peut-être plus intéressant pour des déploiements un petit peu plus compliqués. Donc on a deux types de déploiements dans ce qu'on appelle du horizontal scaling. On a du SSD, donc SSD pour simple Scalable Deployment. Donc en fait, on va se retrouver avec un read path et un write path, donc écriture et lecture. Donc là, on va avoir juste deux types de pods. Et puis sur le microservice que vous pouvez déployer, donc ça c'est comment nous on le déploie quand on l'offre en tant que service dans Grafana Cloud. Là, vous avez beaucoup plus de types de microservices qui sont beaucoup plus compliqués. Donc encore une fois, je vous recommande d'aller plutôt par étapes. Au lieu d'aller attaquer de suite dans du microservice, je vous conseille de commencer par du single binary, puis ensuite d'aller sur du SSD. Puis quand ça ne suffit plus et que vous voyez que vous avez besoin d'aller plus loin, c'est là que vous pouvez commencer à regarder le microservice. La raison, c'est juste que je pense que c'est plus intéressant de s'habituer au système petit à petit qu'y aller par la méthode difficile dès le début. Ça peut être un petit peu effrayant. Et puis finalement, si vous ne voulez pas vous en occuper, vous pouvez toujours utiliser Grafana Cloud, qui est en fait le même produit, mais vous n'avez pas besoin de le déployer. On va faire une petite démo, on a largement le temps, je vais aller très vite. Largement le temps de faire une petite démo. Un petit mot sur LogQL, qui est le langage qu'on peut utiliser pour faire les requêtes sur Loki. LogQL est très fortement inspiré par PromQL. C'est fait exprès, donc les deux raisons pour lesquelles c'est fait exprès. La première, c'est parce que le modèle de données, comme il est relativement similaire, ça veut dire que vous allez avoir forcément des requêtes qui vont être similaires. Donc si vous avez déjà été habitué à utiliser PromQL, ça devrait être relativement simple pour vous de passer ce savoir-là à LogQL. Et puis, c'est ça. Donc on va y aller, on va aller faire une petite démo. Alors... Donc là, en fait, ça, c'est un dashboard qu'on a bien utilisé pour les présentations. C'est un peu le dashboard typique, mon application, trois niveaux. J'ai un load balancer, j'ai mon app, et puis mon app discute avec une base de données. Donc les trois niveaux, ça reflète un petit peu souvent ce qu'on retrouve chez les développeurs qui font des API. Et puis, c'est 5 heures du matin, je me fais réveiller, et puis je vois un dashboard comme ça avec du rouge. Donc,
rapidement, hein, on en conclut que ça vient du dernier tiers, puisque le dernier tiers est celui qui a des erreurs. Donc ce qu'on peut aller faire à partir de mes métriques, c'est faire du explore sur ma métrique. On peut s'amuser par exemple à aller dans le détail. Donc là, la requête, c'était celle du dashboard. Et si je passe en fait à Loki directement à partir de la data source, on va voir qu'en fait Grafana va garder un petit peu ce qui se souvenait de l'autre requête. Il va garder les mêmes labels. Donc si vous avez configuré correctement Loki et Prometheus ou Mimir, ou peu importe, ou Thanos, ou peu importe ce que vous utilisez, avec les mêmes labels, vous allez pouvoir faire cette corrélation rapide pendant un incident et puis de suite arriver au log de votre application. Donc là, par défaut, on est en train de regarder, je ne sais plus exactement sur combien de temps, mais c'était une petite time frame. Donc par défaut, c'est un peu tout gris ici. Parce que comme je vous ai expliqué au début, les logs ne sont pas parsés en avance, pas du tout. Au contraire, en fait, ils sont parsés au moment où je fais la requête. Alors c'est vrai qu'en termes de performance, ça peut consommer plus au moment où vous faites la requête, mais ça a un avantage qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier au moment d'envoyer le log, ou si vous changez du format de votre log, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça ou de changer de configuration. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on peut. Donc là, il me dit qu'il a détecté déjà dans mes logs un format particulier. Donc le pipe, un petit peu, ça va être. Donc on va toujours avoir du pipe dans LogQL. Donc on a toujours les labels et ensuite on va avoir du pipe. Le pipe, ça vous permet de parser, filtrer et puis aussi utiliser une valeur en tant que métrique. Donc là, celui-ci, le log format, il dit en fait à Loki parse tout. Tous les logs, comme si c'était le format log format. D'ailleurs, c'est un format que je vous conseille pour les logs, puisque c'est un format qui est à la fois facilement parsable par Loki, mais par n'importe qui, donc par une machine, mais il est aussi très visuel pour les humains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent JSON pour les logs. Le problème de JSON, c'est que c'est très bien pour la machine, beaucoup moins bien pour vos yeux. Donc là, quand j'exécute cette requête, de suite, c'est pas la même chose. Il est au courant maintenant de plusieurs choses. Grafana a été capable de se rendre compte qu'en fait, il y avait un level debug, un level warning, un level error. Donc là, on peut voir maintenant mon histogramme par-dessus qui est un peu plus intéressant. Donc là, je suis sur une énorme time frame, enfin une énorme 12 heures. Donc du coup, on voit pas très bien. Je vais revenir un petit peu plus près. Donc là, on voit qu'on a, on a nos erreurs qui arrivent de façon régulière, toutes les 5 secondes à peu près. Mais si vous regardez un petit peu, je veux dire, je ne les vois toujours pas au niveau des logs. J'ai un flux de logs qui est assez grand, puis j'ai toujours pas aucune erreur. Donc c'est là qu'on va pouvoir commencer à filtrer. Donc encore une fois, c'est vraiment un paradigme différent d'apprendre un petit peu à faire des requêtes succinctes pour arriver à son résultat. Tout ça pour réduire le coût de votre solution de log. Donc forcément, j'ai aucune idée du type d'erreur. Donc je sais que c'est une application en Go. Donc généralement c'est R, les erreurs. Donc là j'en ai plusieurs d'erreurs. J'espère que vous voyez bien, on voit bien. Donc là j'ai que les erreurs. Donc pipe equal, c'est pour contient ce mot-là. On peut aussi faire du tilde, qui est en fait un regex. Donc on peut mettre un regex. Encore une fois, selon le type de requête que vous allez faire, prendre conscience qu'à chaque fois c'est un scan. Donc il y a des requêtes qui vont être plus difficiles que d'autres. Un regex, c'est toujours plus difficile à exécuter, et encore ça c'est vrai dans n'importe quel système, qu'un contain. Donc là, en fait, j'ai deux types d'erreurs. Rapidement, j'ai réussi à voir, j'avais un problème de base de données qui sauvait trop souvent, et puis un lock qui semble être gênant. Si je veux, par exemple, vérifier à quelle fréquence, alors c'est vrai que là, je l'ai déjà dans l'histogramme, mais juste pour vous montrer qu'on peut aussi faire des métriques à partir de requêtes. Donc là, je peux par exemple focuser seulement sur too many. Donc là, j'ai que les too many. Et puis là, je peux commencer à faire un peu du PromQL. Donc on peut faire par exemple du count over time.
Donc ça va compter le nombre de logs sur une certaine range. Donc là, on va choisir, par exemple, sur 2 minutes. Et ça va être sur le nombre d'heures que j'avais choisi. Alors je vais faire juste un sum. Comme j'ai beaucoup de... Ouais, en fait, j'en ai pas beaucoup, mais je vais faire sum par message ou erreur. Et puis du coup, je vais enlever juste le too many, comme ça on peut voir les deux erreurs différentes. Puis on va faire un petit peu plus grand, 3 heures. Voilà, donc là on voit mes deux types d'erreurs. Donc ce genre de requête, ça peut vous aider à vous demander depuis quand cette erreur elle est en train d'arriver. Ça peut vous aider à savoir s'il y a une nouvelle erreur qui était là à un moment donné, qui a disparu, ou s'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé plus tard. Parce que parfois, regarder 3 heures de log, c'est compliqué, mais regarder des métriques, c'est quand même plus facile. Donc vous pouvez basculer facilement entre écrire des métriques et écrire des requêtes de log. Et donc ça, c'est la partie intéressante. En bas, il me propose toujours, si j'ai envie, d'avoir quelques exemples de log par rapport à cette requête. Et puis, vous pouvez utiliser Loki dans vos dashboards si vous avez besoin de vos dashboards Grafana. On va retourner à la présentation. Combien de temps il nous reste? 3 minutes. On va faire vite, comme ça on pourra prendre au moins une question. Quels sont les avantages de Loki? Alors, forcément, c'est à la mode. J'ai demandé directement à ChatGPT. Il ne s'est pas trompé d'habitude. Je sais que c'est assez intéressant parce qu'il a tendance à raconter sur des points précis des choses un petit peu débiles. Dans ce cas-là, il ne s'est pas trompé. Et puis c'est vrai que je voulais noter le point 4, j'en ai parlé un petit peu, j'ai essayé d'appuyer un petit peu. Comment il dit? Évolutivité. J'aurais pas pu l'inventer celui-là. Et du coup, tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours commencer en single binaire et puis progresser avec vos besoins dans la difficulté du déploiement. Voilà. Donc, je vais prendre des questions. Il nous reste à peu près 3 minutes. Est-ce qu'on a des questions? Merci. Merci. Ah, il y a le micro qui arrive. Bon, bonjour, déjà premièrement, merci pour cette présentation. En termes d'apprentissage en ce qui concerne justement le LogQL, pour un débutant, c'est-à-dire quand je dis débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire des requêtes SQL, mais qui ne connaît pas le langage LogQL, à votre avis, la courbe d'apprentissage, combien ça prendra de temps? Elle est plus dure que si tu connaissais déjà PromQL, ça c'est sûr et certain. Alors après, il y a pas mal de blogs que tu peux trouver. Tu n'es pas obligé de faire aussi toutes les queries, les requêtes les plus difficiles dès le début. Déjà être capable de chercher. Donc c'est ce que j'ai montré là. Tu as des tags en fait, qui vont te permettre de choisir quel fichier de log. Voilà, et ensuite faire une recherche par je contiens pas, ou des regex. Je pense que déjà, ça c'est la base. Après, c'est sûr qu'il y a des choses plus compliquées, du genre, quels sont les IP qui m'envoient le plus de requêtes? Le top 5 des IP qui m'envoient le plus de requêtes. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a de la doc. Je sais qu'il y a sur Internet, on va trouver pas mal de références. Mais ce sera plus dur, pour sûr. Est-ce qu'on a une autre question? Non? Ah, pardon, ouais. Coucou. Dans le cadre d'une infra on-prem, avec 0 cube, Swarm ou autre joyeuseté actuelle, comment je peux gérer du storage? Il me semblait avoir vu qu'on pouvait mettre du Cassandra en back-end. Ouais, c'était il y a longtemps. C'est plus le cas. Il y a longtemps, on pouvait mettre du Cassandra, on pouvait mettre plein de NoSQL, et puis... Vous en revenez, quoi. C'est juste qu'au final, c'est difficile à maintenir, d'avoir autant de sync ou de storage différents. Donc on a un petit peu abandonné ça. Tu peux toujours utiliser les disques. Moi, je te conseillerais plutôt Mini.io.
mais tu vas te retrouver encore avec un système à devoir opérer toi-même. Mini.io, ça marche bien. Sinon, les disques. Les disques avec le SSD, c'est le seul qui peut faire les disques avec le single binaire. Le microservice ne le fera pas. Ok. Et du coup, pour la partie parsing, si je compare par exemple à une stack ELK, enfin ELK, EBK, ce que vous voulez, tout doit être ingéré sous forme de label à la sauce métrique prom. Si je veux faciliter les recherches ou Alors les labels sont juste là pour vraiment t'aider à réduire en masse tes logs et ils sont ajoutés automatiquement par tes serveurs, tes agents. Moi je te conseille de le faire par application, par équipe, par node. Ça devrait être déjà relativement suffisant, par zone, région. Mais du coup, à moins d'utiliser un système à la FluentD, je ne peux pas, par rapport à un certain type de log, rajouter... Je vais t'expliquer après si tu veux. Okay. Merci. Merci.